Et en suivant, donc demain, je demande à Romain de Onera, sur le groupe Onera Magellium. Peut-être tu es Onera ou Magellium, ou tu es les deux, ou à la croisée des chemins, pour un plugin du coup d'Active Learning AL4IO, du coup qui a pas mal de choses. On va faire des hashtags de ouf sur Twitter. Du coup, c'est bon, tu as trouvé la presse? Ouais. Super. C'est à toi. Bonjour à tous, donc je m'appelle Romain Taureau, je viens d'une communauté assez différente, je suis doctorant dans une entreprise qui s'appelle Magellium et un laboratoire de recherche qui s'appelle l'ONERA à Toulouse sur la télédétection des surfaces imperméabilisées en milieu urbain. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter un plugin que j'ai développé dans le cadre de ma thèse qui permet d'utiliser des méthodes d'active learning, donc que je vais vous présenter, pour l'observation de la Terre. Alors d'abord, je vais présenter plusieurs produits dérivés d'images satellites à partir d'algorithmes d'apprentissage automatique, en présenter les limitations qui sont intrinsèques aux algorithmes utilisés pour les produire. Donc on verra brièvement comment ils fonctionnent. Et enfin, voir comment est-ce que le plugin AL4IO peut répondre en partie à ces limitations. Alors aujourd'hui, il y a des données satellites et aéroportées en quantité abondante. Par exemple, le satellite Sentinel-2, qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne, dont les images sont gratuites, en libre accès, qui a une résolution spatiale de 10 mètres, qui a aussi environ une dizaine de bandes spectrales et une revisite de 5 jours. Donc ça veut dire que tous les 5 jours, le satellite va repasser au même endroit sur Terre. Et alors, si vous n'êtes pas familier avec ce type d'instrument optique, les bandes spectrales, en fait, dans un appareil photo classique, il y a 3 bandes spectrales pour le rouge, le vert, le bleu. Et là, on en a plus, et pas uniquement dans le visible, mais aussi dans l'infrarouge, ce qui apporte plus d'informations sur la nature des sols, des océans, etc. On peut également citer les satellites Pléiades de l'Agence spatiale française, du CNES, qui ont une résolution spatiale inférieure au mètre. Et une capacité de revisite quotidienne. Et du côté de l'aéroporté, on a aussi de plus en plus de données aéroportées, par exemple sur les agglomérations. Alors à Toulouse, il y a un consortium public-privé qui s'appelle AI4Geo, qui a organisé une campagne de mesures aéroportées en 2021. Donc on a des images, environ 125 km² sur l'agglomération de Toulouse, qui sont aussi libres d'accès d'ailleurs, à 1 mètre de résolution spatiale et avec plus de 400 bandes spectrales. Et donc toutes ces données, de par leur quantité, leur complexité et leur richesse, ouvrent la voie vers de nouvelles applications, mais posent également le défi de leur traitement automatique. Alors je vais citer quelques applications. La première, celle qui m'intéresse particulièrement dans le cadre de ma thèse, c'est la cartographie de l'occupation des sols. Alors là, ici, vous avez la carte Urban Atlas qui est produite avec des images Sentinel-2. C'est une carte sur l'occupation et l'usage des sols. Donc, par exemple, là sur Toulouse, vous avez principalement des classes sur l'urbain dense, semi-dense, des espaces végétalisés. Un autre produit dérivé d'images satellites avec des algorithmes d'apprentissage automatique sont des masques de nuages, alors qui ne vont pas intéresser forcément les usagers finaux. Mais là, à gauche, cette image, c'est une image de la forêt amazonienne en Guyane, une image Sentinel-2, qui est utilisée par la gendarmerie pour détecter des sites d'orpaillage illégaux. Et alors nous, à Magellium, un des projets qu'on a eu, c'est d'automatiser le plus possible cette étape-là, en collaboration avec les collectivités territoriales. Et le problème qui se pose particulièrement en Guyane, avec des images optiques, c'est les nuages. Et donc, on produit avec des algorithmes d'apprentissage des masques de nuages qui sont essentiels ensuite pour les applications, et à savoir la détection de l'orpaillage ici. Et puis un dernier exemple, c'est la détection d'objets avec des images à très haute résolution spatiale qui utilisent également des algorithmes d'apprentissage automatique. Alors,
Les limitations de ces produits, c'est les erreurs, en fait, tout simplement, que font les algorithmes d'apprentissage, les prédictions, les différentes confusions. Là, pour exemple, on a une carte d'occupation des sols sur Toulouse et il y a une forêt de feuillus qui est prédit en centre-ville. Et en fait, ces algorithmes sont très dépendants de la qualité des bases d'apprentissage et ça va être une des principales limitations de leur emploi massif pour traiter la très grande quantité de données. Maintenant, on va voir un petit peu dans le détail le fonctionnement de ces algorithmes et je vais illustrer leur fonctionnement pour la cartographie de l'occupation des sols à partir d'images hyperspectrales. Alors les images hyperspectrales, c'est des images qui ont quelques centaines de canaux spectraux. Donc tous ces algorithmes utilisent ce qu'on appelle des bases d'apprentissage. Donc dans le cadre de la cartographie de l'occupation des sols, ça va être un ensemble de 2 pixels qui vont être annotés. Donc là, sur les images, ce sont les pixels qui sont recouverts de polygones. Donc chaque couleur représente une classe différente d'occupation des sols. Donc en bleu, on a de la végétation, en orange de la tuile et de l'asphalte en rose. Et le principe de l'apprentissage, ça va être d'apprendre des corrélations entre des caractéristiques discriminantes des données et les classes d'occupation du sol, les prédictions. Alors pour illustrer cela, là à droite, j'ai affiché pour 5 pixels de l'image les spectres. En fait, donc, sur une image hyperspectrale, pour chaque pixel, on a un spectre. Donc sur l'axe des abscisses, on a la longueur d'onde, donc qui va de 0,45 microns jusqu'à 2,5 microns, ce qui correspond au moyen infrarouge. Et sur les ordonnées, on a une grandeur physique qui est estimée, qui est une généralisation. La réflectance, c'est un peu comme une généralisation de la couleur, mais au-delà du visible. Et donc déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est pas évident de trouver des critères pour seulement 3 classes pour distinguer chaque classe. On voit les spectres en bleu correspondent à un spectre de végétation au soleil et un autre à l'ombre. Pour la tuile, on voit que les spectres orange qui sont pris sur deux types de tuiles différents, sur 2 toits différents, ont aussi des signatures très différentes. Donc, il va falloir trouver ce qu'on appelle une représentation, une manière de représenter les données, de manière à pouvoir les distinguer plus facilement. En télédétection, une manière de faire, c'est de représenter les spectres par une sélection de bandes. Donc là, par exemple, on va représenter chaque spectre à gauche par leur valeur de réflectance dans le domaine du rouge et dans le domaine du proche infrarouge. Donc sur le graphe de droite, vous avez chaque point qui représente un spectre du graphe de gauche, où vous avez sur les abscisses la réflectance dans le rouge et sur les ordonnées la réflectance dans l'infrarouge. Et ensuite, on va utiliser un algorithme d'apprentissage qui va essayer de trouver les frontières pour séparer au milieu les classes. Donc là, qui serait représenté par les droites en noir. Et donc, on a bien réussi à à séparer la végétation en haut de la tuile au milieu et de l'asphalte en bas. Et on voit bien que c'est très dépendant de la base d'apprentissage. Si jamais on retire un des pixels de notre base, alors le modèle va apprendre des frontières qui vont être très différentes et qui vont mal se généraliser à de nouvelles données. Donc voilà, c'est la limite principale, c'est la très grande dépendance à la qualité de la base d'apprentissage. Et c'est là que va intervenir notre plugin et les méthodes d'Active Learning. Donc, puisque la capacité, la performance des modèles de cartographie est très dépendante de la qualité des bases d'apprentissage, on pourrait se dire qu'il suffit d'augmenter la taille des bases d'apprentissage. Et le problème, c'est que c'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps et donc beaucoup d'argent. En particulier pour annoter des images hyperspectrales, il va pas très souvent devoir aller sur le terrain. Et donc, on va avoir un budget très limité de pixels à annoter. Donc sur une image qui contient plus de 100 millions de pixels, on va peut-être pouvoir annoter 10 000 pixels, 20 000 pixels. Et la question, c'est alors lesquels choisir. Et là, si vous regardez cette image, vous, lesquels choisiriez-vous pour
avoir de meilleures performances. C'est pas facile à dire. Peut-être qu'il va falloir ajouter des classes à notre nomenclature. Au sein, par exemple, de la classe végétation, il va peut-être aller annoter des classes d'arbres sous-représentés dans notre ville. Donc, manuellement, c'est un problème compliqué. Et c'est pour ça qu'on utilise ce qu'on appelle des méthodes d'active learning, qui sont des méthodes itératives et interactives. On part d'une base d'apprentissage initiale, donc d'annotation, de classe d'occupation des sols. Et l'algorithme, à partir de cette base d'apprentissage, va sélectionner les pixels qu'il considère comme étant les plus informatifs. Et un expert va les annoter. Les pixels qui sont annotés vont être ajoutés à la base d'apprentissage et on va continuer ce processus tant que le budget est épuisé, qu'on n'est pas épuisé. Alors on a comparé différentes méthodes qu'on a implémentées dans notre plugin. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a différentes stratégies qui sont montrées en fait dans nos expériences sur plusieurs jeux de données de la littérature complémentaires. Il y a des méthodes qui vont plutôt considérer que les pixels les plus informatifs sont ceux pour lesquels le modèle de classification est le plus incertain. D'autres qui vont avoir plutôt des approches de représentativité, qui vont tenter de couvrir au mieux l'ensemble des données dans l'espace de représentation. Et voilà, nos expériences montrent qu'on peut augmenter significativement la qualité des modèles de cartographie avec un budget de pixels constant. Alors aujourd'hui, il y a une première version du plugin donc, qui permet de faire tourner les 3 méthodes qui ont été les plus performantes dans nos expériences, donc qui est disponible sur GitHub. Donc voilà, le plugin permet de visualiser les pixels que l'algorithme considère comme étant les plus informatifs. Et ensuite, un utilisateur, un expert va pouvoir, soit par photo-interprétation, soit en allant sur le terrain, annoter ces pixels. Si jamais il y a, les pixels à annoter n'appartiennent pas à des classes qui étaient initialement présentes dans la nomenclature, alors on va pouvoir ajouter une nouvelle classe à la nomenclature, et ainsi de suite. Donc le plugin a été utilisé pour une publication scientifique. Et pour conclure, eh bien, nous sommes à la recherche d'utilisateurs pour avoir des retours, améliorer le plugin, et également de partenaires pour poursuivre le développement du plugin. Il y a encore beaucoup de travail. Merci pour votre attention. Merci Romain, c'est très intéressant. Est-ce que, j'ai une première question, est-ce que le plugin il fonctionne sur Windows ou parce que c'est marqué enfin voilà, comme il y a des dépendances, je sais, il y a PyTorch qui est quand même... Ouais, alors le plugin a été testé uniquement sous Linux, mais a priori il peut très bien fonctionner aussi sous Windows. Il y a pas de il y a pas mal de dépendances à des bibliothèques Python, dont des bibliothèques scientifiques. Aujourd'hui, l'installation peut être un peu difficile, mais a priori, ça marche sur n'importe quel système d'exploitation. D'accord. Et toi, tu faisais déjà t'avais déjà développé des plugins QGIS dans ton laboratoire. Onera, c'est quoi, pour en parler un petit peu? Alors oui, c'est vrai que donc l'Onera, c'est l'Office national d'études aérospatiales. Alors je sais plus exactement. Donc c'est à Toulouse, quoi. Alors, c'est pas seulement à Toulouse, mais donc il y a un centre à Toulouse, il y a un centre à Palaiseau et à Lille, et on a également des centres à Salon-de-Provence et puis à Modane, dans les Alpes. Il y a plusieurs thématiques de recherche à l'ONERA. Alors, historiquement, beaucoup d'aéronautique, beaucoup de spatial, de défense. Et moi, je suis dans le département qui fait de l'optique et qui, en particulier, dans l'équipe qui va traiter les images de télédétection. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien, Nicolas. Bonjour, merci pour la présentation. Nicolas Roland, l'Université Gustave Eiffel. Je me posais la question. Du coup, là, il faut obligatoirement des images hyperspectrales.
Ce qui n'est pas forcément les images les plus faciles d'accès. Alors, il ne faut pas forcément des images hyperspectrales. La publication qu'on a faite, où on a fait un benchmark des différentes méthodes d'active learning, a été faite sur des images hyperspectrales, mais les enseignements qu'on en a tirés peuvent se généraliser à d'autres types d'images optiques, comme des images multispectrales ou des images rouge, vert, bleu à haute résolution spatiale. Donc oui, non, ça peut se généraliser. Une question. Oui, attends, excuse-moi, il avait levé la main juste un peu avant. Michael Louchin de 3 Lys. Une question de néophyte. Dans QGIS, on a l'habitude de. T'es 3 Lys ou Néo? Oui, pardon. Néophyte en images hyperspectrales et multispectrales. On fait les acquisitions, l'apprentissage et le traitement algorithmique va être fait sur l'ensemble des spectres, j'imagine. C'était l'idée. Comment un géomaticien, un visualisateur choisit, quand il va regarder sa photographie, il va voir que du RVB. Est-ce que vous avez développé dans le plugin ou est-ce qu'il y a des méthodologies classiques quand on travaille sur des données multispectrales ou hyperspectrales pour avoir des symbologies, des styles qui vont montrer telle bande, telle combinaison, tel calcul sur plusieurs bandes et plusieurs niveaux de spectre pour aider la personne à aller dire ce pixel il est intéressant, il n'est pas intéressant. Alors, il n'y a pas à ma connaissance, vraiment de méthodologie pour de visualisation particulière. Si vous avez l'habitude de traiter des images hyperspectrales, peut-être que pour bien visualiser, vous allez vous-même sélectionner les bandes. Typiquement, dans le prochain infrarouge, ça va vous permettre de voir où est la végétation très facilement. Après, là, c'est vraiment l'algorithme d'Active Learning qui va choisir quel pixel à noter. Donc, c'est lui, en fait, qui va statistiquement être capable d'exploiter toutes ces bandes spectrales et la richesse spectrale des images, ou la richesse spatiale également, le contexte. Si vous avez des images à très haute résolution spatiale, alors vous n'allez pas tant exploiter la richesse spectrale, mais la richesse spatiale des données, de texture, de géométrie. Et après, pour la notation, voilà, si vous avez d'expérience, vous aurez peut-être un peu une intuition sur comment interpréter l'image, sélectionner les bonnes bandes pour voir si c'est du plastique, de la végétation, de l'eau. J'espère que je réponds à la question. Il y a une question ici. C'est bon, Mickaël? Tu voulais renchérir? Non, c'est bon. Jackie Volpes, Slandia. Du coup, là, le plugin, il permet de faire l'apprentissage, d'aider à l'étiquetage et du coup à entraîner le modèle. Est-ce qu'il y a des modèles déjà entraînés qu'on pourrait récupérer et puis juste faire tourner, voir ce que ça donne aussi? Oui, il existe déjà des modèles préentraînés. Il y a beaucoup de dépôts GitHub où vous pouvez trouver des modèles préentraînés. Alors actuellement, c'est vrai que le plugin ne permet pas de facilement charger des modèles préentraînés, et c'est effectivement une amélioration à faire. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Sébastien, Hightech Imagine, Payette aussi, mon nom de famille. Du coup, donc le plugin sert surtout à faire la base d'apprentissage, de ce que j'ai compris. Et il n'y a pas d'inférence non plus qui est faite directement dans QGIS. Ça, c'est une autre étape. C'est ça, tout à fait. Il n'y a pas d'inférence qui est faite dans QGIS. Alors en pratique, la plupart des... D'inférence de classification de l'image. Oui, voilà, alors, ce qu'on appelle l'inférence, c'est la cartographie, tout simplement. En soi, la plupart des méthodes d'Active Learning utilisent eux-mêmes des modèles de classification, donc qui vont faire de l'inférence en fait pour calculer les heuristiques qui vont leur permettre de décider quel pixel est le plus informatif qu'un autre. Mais voilà, c'est pas le cœur du plugin. Donc on pourrait facilement ajouter une étape d'inférence, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Okay. Et question supplémentaire, juste sur les ressources utilisées par le plugin. Enfin, dans le monde de la télédétection, en général, on a plutôt besoin de machines puissantes. Alors, est-ce que
que Par rapport aux ressources de calcul, ouais, c'est ça? Ouais. Alors, ça va être très dépendant de la taille de l'image. Et ça va être dépendant aussi de la technique d'Active Learning que vous choisissez. Parmi les 3 qui sont implémentés dans le plugin, il y en a une qui est très peu coûteuse, qui est aussi coûteuse que d'entraîner un modèle de classification. Il y en a une autre qui est un petit supplément, mais léger. Et la dernière, qui est probablement la plus efficace, elle demande d'avoir qui a un coût en temps et en mémoire plus conséquent. Donc là, effectivement, surtout si votre image est grande, ça va demander beaucoup de ressources. Alors après, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais pendant ma thèse, on a aussi proposé des méthodes de pré-traitement des données pour réduire ce besoin en mémoire et le temps de calcul. Ok, merci. Merci. Du coup, vous avez des jeux de données où sont les mines d'or? Alors, C'est par pur intérêt professionnel. ça, je pense qu'il faut contacter la gendarmerie pour savoir ça. Oui. Mais très bien, je vais griller un petit rond-point et puis comme ça je devrais contacter. Bien, merci Romain. Merci à vous. Merci de ta présentation, c'est très intéressant. Ainsi s'achève la matinée des présentations. Je vais vous demander, du coup on va se diriger ensuite vers la salle du déjeuner. Là on a pris le café et tout ça. Essayez, prenez, je vous fais un petit défi. Pendant ce temps de 1h30 environ, allez voir les gens que vous avez identifiés qui sont dans l'organisation, l'OSGO et tout. Et dites-leur un petit merci ou un petit mot sympa et tout, parce que c'est du taf. Et la plupart du travail est bénévole. Donc c'est assez remarquable pour ça. Donc prenez ce temps-là. Et aussi un petit conseil, ne prenez pas de digestif, puisqu'on rattaque à 14h avec le calva. DOS. Voilà, à tout à l'heure.